Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valentina Olex et assistante à l'Université de Genève. Bonjour, je m'appelle Eva Fernandez, aussi assistante à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, Valentine et moi, on va vous présenter la séance 4 du séminaire à l'introduction à la démarche scientifique. Très bien, on commence. Donc, pour donner un petit résumé de ce qui va être des plans de cette séance, on va vous rappeler les cadres théoriques tels comme il a été développé par Sandro dans la séance précédente. On va discuter la lecture méthodologique des Gauthier 2009. On va aller en profondeur sur la question de la opérationnalisation des concepts et on va faire un petit exercice pour vous. Très bien. Alors, on commence. Je pense qu'il ne faut pas enlever la caméra parce que chaque fois qu'on a fait ça, ça a bugué. On commence. Alors. Tu les laisses là et basta. Pour ce qui concerne le rappel, alors vous avez vu avec Sandro, mais du coup, la théorie filtre et organise des informations afin d'élaborer notamment une problématique en question de recherche. La théorie, en plus, permet de définir des concepts, choisir ultérieurement des indicateurs. Et dernièrement, la théorie permet vraiment d'articuler les concepts, ainsi de former des hypothèses de recherche permettant à répondre à la question de recherche. Donc, vous pouvez vraiment comprendre comme grâce à la théorie, c'est comme si vous allez mettre des lunettes pour comprendre et trier l'information et la réalité qui vous entoure. Très bien. Alors, l'élaboration des hypothèses. Donc, en suivant ce petit rappel, comme je vous ai expliqué déjà dans plusieurs séances de séminaire, grâce à la théorie, on va pouvoir construire des bornes pour bien ficeler notre problématique. Donc, la théorie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne un cadre sur lequel elle repose les bases auxquelles nos objets de recherche font référence. Donc, dans cette construction théorique, on pourrait dire qu'il y a deux grands mouvements. Il y a un mouvement plutôt de conceptualisation et il y a un mouvement de formalisation des hypothèses. Dans les premiers mouvements de conceptualisation, ce qu'on entend, c'est un processus par lequel on a un système de termes significatifs auxquels on pourra se référer de façon rigoureuse et non univoque, qui vont en soi devenir des constructions abstraites visant à rendre ou à rendre compte du réel, de ce qu'on veut vraiment empiriquement tester. Donc, évidemment, dans cette construction, il y a une sélection de la part du chercheur qui doit être justifiée à partir de son ensemble théorique qu'il a bien développé et formulé a priori. Deuxième mouvement, c'est les mouvements de la formulation des hypothèses. Et on pourrait définir ça de façon très simpliste comme une première réponse ou des réponses possibles qui sortent de notre cadre théorique. Donc, c'est le fil conducteur qui suit cette réflexion et qui, a priori, pose les pierres auxquelles on va répondre et on va vérifier. Cette formulation d'hypothèses et de conceptualisation, on pourrait les regarder pas simplement comme des ensembles théoriques qui sont complètement séparés, mais qui sont réciproques. Il y a un aller-en-retour qui vont vraiment nourrir ces deux objets à l'égard du cadre théorique. Et comme Sandro vous l'a dit la dernière fois, c'est très important que pour chaque hypothèse que vous formulez, donc votre début d'une réponse à votre question de recherche, il faut que vous ayez 3 critères. Notamment, il faut que vos hypothèses soient généralisables, falsifiables et provisoires. Très bien. Maintenant, on va aller proprement rentrer dans le vif du sujet de notre séance aujourd'hui et on va parler notamment de la discussion du texte de Gauthier. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est une hypothèse? Alors déjà, Eva nous a commencé à mettre en avant les différentes conceptualisations et certains types de définitions. Et si vous voulez, et comme vous avez pu le lire à travers le texte de Gauthier, une fois les hypothèses sont posées, le chercheur ou la chercheuse doit déterminer comment
il ou elle entend confirmer ou infirmer les hypothèses. Donc, si vous voulez bien, les hypothèses sont rien d'autre qu'une structure de preuve dans une recherche sociale, qui est l'arrangement des modes de comparaison adoptés pour vérifier les hypothèses, assurer les liens entre les variables retenues et éliminer les influences d'autres variables. Donc, il s'agit proprement d'une réponse, une réponse que probablement vous allez donner l'arranger différentes fois, vous l'avez modifié comme vous avez modifié aussi votre question de recherche, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, à travers les différentes lectures, vous allez commencer à prévoir quel type de données vous allez rencontrer. Et comme aussi on vient de le dire, il s'agit proprement d'une stratégie de preuve qui peuvent être données par des questions exploratoires, des questions descriptives ou relationnelles. Qu'est-ce que sont donc ces différentes questions? Donc, et là, pour aller un petit peu plus en profondeur, on va déjà vous situer. Donc, si on décide de centrer les types de travail qu'on attend de vous, on est plutôt sur des questions ou des stratégies de preuve relationnelles. Maintenant, je vais quand même vous expliquer les deux types précédents parce que je pense que, comme c'est votre premier travail de recherche, votre premier travail académique, proprement dit, plusieurs d'entre vous, vous allez passer par ce type de questions de recherche, pas parce que vous allez vous centrer en tant qu'objet de recherche, mais comme des phases pour arriver à des questions relationnelles beaucoup plus costauds et beaucoup plus fortement ficelées. Donc, quand on fait a priori ou quand on regarde ces stratégies de recherche de type exploratoire, on est plutôt sur des questions de recherche ouvertes avec des thèmes très peu connus et dans lesquels on se centre dans un processus d'exploration. Celle-ci privilège les études de cas et on déclenche vraiment un type de description en profondeur de notre objet de recherche. De l'autre côté, on a des questions descriptives qui vont porter sur un objet, mais son état. Il va nous montrer ou nous décrire les états ou les dimensions de cet objet au moment dans lequel on commence notre recherche scientifique. Il va nous permettre de documenter, mieux connaître, savoir quels sont les aspects les plus, a priori, les plus relevants de cet objet. Et maintenant, quand on arrive à des questions de type relationnel, vraiment, on essaie de comprendre quelle est la relation, quelles sont les structures des relations, des corrélations qui influencent les deux objets en question. C'est a priori, moi, je dis deux objets, même s'il pourrait y avoir plus, parce que nous, on vous demande de faire des hypothèses et des stratégies de preuve a priori assez simples. Ces stratégies de preuve vont pouvoir nous donner un regard sur les concomitances qu'il y a entre les liens qu'on va inférer entre nos deux objets de recherche en prenant en compte la théorie sur laquelle ils s'appuient. Mais a priori, comme je disais auparavant, Valentine et moi, on considère que plusieurs d'entre vous, vous allez passer par ces différents stades ou ces différentes stratégies pour arriver à une question relationnelle comme celle qu'on vous demande de fournir dans votre travail. Alors, toujours en parlant, en discutant par rapport à Gauthier et Eva, et après l'explication d'Eva, vous avez différentes stratégies. Vous avez l'étude de cas, la structure descriptive et la structure comparative. Donc, soit sont vraiment proprement des stratégies dans lesquelles vous vous concentrez, vous focalisez du début à la fin, soit, comme nous disait Eva juste auparavant, peuvent aussi voir comme des phases dans lesquelles vous, au cours de ce semestre, vous allez vous plonger de chacune d'entre elles. Proprement parlant, l'étude de cas vise vraiment à approfondir une spécificité, que ce soit un groupe de personnes
une narration par rapport à une histoire de vie ou des histoires de vie, à un contexte et dans lequel on va se plonger proprement et aller en profondité. Par rapport aux structures descriptives, c'est toujours évidemment une méthode scientifique qui consiste à observer et décrire le comportement d'une situation ou d'un acte. Et là, on va arriver encore une fois à la structure comparative, que c'est vraiment la démonstration de l'existence d'une relation, d'une variable qui peuvent avoir une influence sur l'autre. Donc, quelle est la variation de votre variable dépendante par rapport à votre variable indépendante. Et là, vous pouvez vraiment vous jouer avec différents types de comparaisons. Par exemple, une comparaison selon une caractéristique propre, une comparaison dans le temps. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, l'étude d'aujourd'hui comparée il y a 2 ans, il y a 10 ans ou 20 ans. Ou aussi faire une comparaison dans différents contextes ou comparer par rapport à différents groupes d'individus ou d'associations ou d'ONG, etc. Ou sinon, vous pouvez jouer et faire la combinaison des différents critères. Donc là, vous voyez que vous avez une grande marge de manœuvre assez basse dans laquelle vous pouvez regarder comment quelque chose est influencé en regardant d'autres variables. À nouveau, si on revient sur cette slide, sur le slide précédent, sur les structures de preuves, il y a, et je voulais intervenir parce qu'il y a dans vos lectures thématiques des lectures qui, a priori, répondent ou peuvent être vraiment bien encadrées dans ce type de structure. Je vous conseille vivement d'aller les regarder. Par exemple, les études qu'a fait Clochard en 2016, si je ne me trompe pas, c'est un cas d'étude en profondeur sur les comportements contestataires des immigrants dans les centres administratifs de détention. Aussi, il fait appel à une stratégie descriptive pour donner une réponse à des hypothèses plutôt de type hypothético-inductive, mais c'est un type de lecture que je vous conseille fortement si vous êtes plutôt dans une démarche hypothético-inductive. De l'autre côté, en ce qui concerne une stratégie de preuve plutôt comparative, je vous conseille de regarder les textes de Hans Müller et Anne Gardner 2013 sur l'obtention de la citoyenneté en Suisse. C'est un type d'étude comparative dans les temps et des groupes. Ces 2 études-là montrent précisément différentes stratégies de recherche, mais aussi différentes stratégies pour répondre aux questions des recherches et aux problématiques. Maintenant, si on continue sur les processus de l'opérationnalisation, et maintenant en laissant cette petite information que je vous ai donnée de côté, moi, personnellement, et plusieurs des chercheurs qui se trouvent aujourd'hui au département de sciences politiques, on a tendance à privilégier un type de démarche en sciences sociales qui est de type hypothético-déductif. Ce schéma ici, c'est les schémas typiques qu'on peut retrouver dans une démarche scientifique en sciences sociales de type hypothético-déductif, sur lequel on a un processus d'appropriation de l'objet scientifique à partir d'une théorie qui va nous permettre de déduire des hypothèses, développer des concepts qu'on va vraiment opérationnaliser à partir de notre research design. On va aussi pouvoir établir une stratégie pour la collecte des données, une stratégie pour l'organisation, l'analyse et la systématisation ainsi que l'interprétation de nos données. Et finalement, on aura des résultats qui vont, comme dans toute démarche scientifique, ouvrir des portes pour de nouveaux questionnements, pour de nouvelles pistes auxquelles notre analyse peut aboutir. Donc, on commence, on pourrait dire, une espèce à partir d'une démarche plutôt hypothético-déductive, mais on finalise avec cette ouverture d'esprit scientifique qui nous interpelle ou qui nous positionne sur un type d'analyse ou sur un type de démarche plutôt inductive.
Donc, comme Eva vient de dire maintenant, ça pourrait sembler être plutôt une démarche hypothético-déductive. Bien évidemment, c'est un chemin. Et comme tout chemin, il faut que vous preniez toujours en compte qu'il y a toujours un aller-retour entre ce que vous connaissez et toutes les lectures que vous allez lire. Pas simplement pour ce séminaire en question, mais en général pour tous d'autres séminaires, et c'est normal qu'il y a toujours un aller-retour entre vos questions de recherche, l'élaboration de vos hypothèses et l'analyse des données. Donc, pensez pas que après franchir un pas, ça c'est terminé, mais comme toute chose, vous allez nourrir vos différentes recherches avec tout ce que vous rencontrez en faisant l'aller-retour. Maintenant, vu qu'on parle de l'opérationnalisation, fondamentalement, c'est quoi l'opérationnalisation? C'est rien d'autre qu'un passage. Ça va être un pont entre ce que c'est théorique et abstrait et avec l'empirie. Donc, maintenant, vous avez commencé à définir des concepts qui sont abstraits et généraux. Et pourquoi, d'après vous, tous ces concepts sont théoriques et généraux? Parce que comme ça, les différentes chercheuses et chercheurs peuvent se rapproprier de ces théories, peuvent se rapproprier de ces définitions et les mettre dans plus spécifique dans les propres cas. Donc, maintenant, vous avez les différentes théories qui vous aident à trier l'information et pas simplement aussi à définir vos concepts, donc à répondre fondamentalement à la question qu'est-ce que cela signifie. Et maintenant, à travers l'opérationnalisation ou à travers une définition opérationnalisée, vous allez aller un peu plus dans le détail de votre cas ou de vos différents cas que vous allez analyser en définissant la construction, en précisant les procédures employées. Donc, comment est-ce que vous allez mesurer cela? Donc, premier pas, définir vos concepts. Deuxième pas, essayez de individualiser les mesures que vous pouvez employer pour capturer ce concept dans le monde empirique. Donc, il faut avant tout donner une définition qui est claire. Et deuxièmement, il faut penser à un instrument de mesure qui représente de façon appropriée ce concept. Donc, proprement dit, l'opérationnalisation, comme on vient de le dire, c'est le passage du versant abstrait au versant concret de la recherche. Et si vous voulez, le but, c'est de traduire l'hypothèse de recherche en données observables afin de voir si le phénomène réel se comporte comme on a prédit ou comme vous avez pensé que ce phénomène pourrait se produire. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a toute la partie théorique et des hypothèses qu'on vient de vous mettre en avant. Et l'opérationnalisation, c'est proprement ce pont, ce passage entre les hypothèses et comment finalement vous allez récolter vos différentes données. Donc, comment on peut opérationnaliser un concept? Eva, d'après toi, quelles sont les étapes qu'on peut faire, qu'on peut mettre en avant à travers notamment l'opérationnalisation d'un concept? Bon, pour opérationnaliser un concept, là, comme est bien montré dans nos slides, on a parlé de trois grandes étapes. On a parlé d'une première étape dans laquelle on va attribuer les concepts à une unité d'analyse. Une deuxième étape dans laquelle on va vraiment établir une définition opératoire du concept attribué à l'unité d'analyse. Et une troisième étape dans laquelle on va appliquer la définition opératoire à l'étude des cas. Et non, ça peut sonner un peu abstrait, mais on va vous donner des exemples de comment faire pas à pas. Exactement, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici, il y a certains éléments qui ont été étudiés par plusieurs chercheurs et chercheuses en relation à l'individu. Donc déjà, ici, on pourrait regarder pas simplement l'individu et aussi les niveaux macro. Maintenant, si on regarde quel est le niveau individuel, on pourrait regarder que l'unité d'analyse déjà se centre sur l'individu et on pourrait s'intéresser à l'objet de la misère économique.
plutôt moi je dirais situation économique, mais ici dans l'exemple c'est la misère économique. Une fois on définit notre unité d'analyse qui, a priori, moi je citerai au niveau de l'individu, on aurait une deuxième étape qui c'est qu'est-ce qu'on attribue à l'individu comme objet opérationnel pour pouvoir établir ces ponts entre la théorie et les analyses. Donc, on pourrait utiliser les revenus au niveau individuel, on pourrait regarder les seuils de pauvreté et on pourrait faire aussi quelle est la relation ou la dépendance que cet individu a de l'assistance sociale. Donc, il y a a priori différentes façons de mesurer cette misère économique individuelle. Une fois on est capable aussi d'établir cette relation opérationnelle, il faut quand même planifier et bien définir où se situe, pas seulement au niveau des analyses, mais au niveau des mesures, notre objet. Donc, on pourrait décider qu'on est intéressé à la misère économique en Suisse. Et donc, on va encadrer notre objet dans des enquêtes, par exemple, des ménages, c'est des choses qui ont été faites auparavant, et on va analyser quelle est la mesure, la misère économique au niveau individuel dans les cas suisses en utilisant les panels suisses. On pourrait continuer après avec des exercices plus concrets en relation avec notre variable et notre question de recherche que c'est le changement migratoire, mais ça, on va le faire dans la partie exercice de cette séance. Donc, vous l'avez bien compris, vous avez défini un concept, vous devez regarder la propriété de votre concept et ensuite, vous allez vous imaginer quel type de variable pourrait représenter ce concept ou quelles variables peuvent représenter ce concept. Donc, si vous voulez, la variable, comme nous dit Corbetta, est une façon de opérationnaliser nos concepts. Et si vous voulez, opérationnaliser, c'est surtout mettre en avant aucune ambiguïté dans notre travail. Si peut-être jusqu'à maintenant, en général, votre travail ne doit pas être ambigu, bien évidemment, mais ici, c'est vraiment le fait de mettre tout au clair quelles sont les démarches, quels sont les instruments, quels sont les outils et quelles sont les définitions en détail afin que vous pouvez capturer et définir et comprendre vos concepts qui restent évidemment abstraits et généraux. Donc, Eva nous parlait avant de l'exercice et peut-être avant l'exercice qu'on va vous mettre en avant, commencez à penser aux lectures thématiques de chacun à chacun de vos groupes et demandez-vous quels sont les concepts employés et comment est-ce qu'ils opérationnalisent cela. Vous avez réfléchi? Très bien. Maintenant, Eva. Donc, comme je vous ai expliqué auparavant, j'ai fait déjà une petite mini-exercice par rapport au processus de conceptualisation. Mais évidemment, ce processus de conceptualisation ne découlait pas vraiment d'une question de recherche ou des problématiques que j'avais définies auparavant. C'était simplement un petit exercice. Maintenant, on va vraiment se centrer ou se plonger sur le vif des sujets. Donc, à partir de la question de recherche suivante, on peut déjà commencer un petit processus d'opérationnalisation. Donc, en tant que question de recherche, en sachant qu'on est dans une séminaire qui porte sur les enjeux migratoires et que Valentine et moi, on est plutôt intéressés par la participation politique, on vous a formulé une petite question de recherche dans laquelle on se demande dans quelle mesure les statuts migratoires influencent-ils la participation politique des immigrants. Donc, ici, dans notre question de recherche, on a déjà, et on peut le voir de façon claire, deux grands objets. On a les migrations ou l'immigrantes et on a la participation politique. C'est les deux concepts qu'on met à l'avant. À partir de cette conceptualisation, on pourrait aussi bien voir qu'on essaye d'établir un ensemble relationnel entre ces deux objets. Un ensemble relationnel qui a une direction assez claire, parce qu'on n'est pas en train de se demander comment la participation politique influence les statuts migratoires, mais le contraire,
comment le statut migratoire influence-t-il la participation politique. Dans cet ensemble relationnel, on pourrait déjà construire des hypothèses pour répondre à notre question. Ces hypothèses, qui sont, comme j'ai déjà expliqué, une première réponse à cette question de recherche, pourraient être simplement des relations de type positif ou négatif. On va faire des hypothèses très simples de ce cas-là. Et on va se demander, les statuts migratoires augmentent-ils la probabilité ou pas de s'engager dans des actions politiques contestataires? Mais non, vous allez me dire, Madame Fernandez, mais on est passé d'une participation politique à des actions politiques contestataires. Et oui, et vous avez tout à fait raison. Et si vous avez remarqué ça, ça veut dire que vous êtes en train de bien suivre nos cours. Très bien. Et on a fait ce premier changement. Pourquoi? Parce que quand on parle de la participation politique, on est en train de parler d'un objet assez large et général. Donc, a priori, si aujourd'hui, je mettrais aussi avec Valentina une petite discussion sur la problématique, je pourrais commencer à parler sur la participation politique des immigrantes. Et on pourrait se demander qu'est-ce que ça signifie participation politique. D'après vous, pour toi, par exemple, Levaque, c'est quoi la participation politique? Donc, c'est toutes les actions ici, on est en train de regarder la participation politique comme les actions qui visent à influencer indirectement ou directement les instances politiques. Évidemment, il y a différents types de définitions et si vous êtes intéressé sur ce type de concept, on vous conseille d'aller vers Brady. Exactement. Mais donc, en regardant ces questions de recherche, elle laisse, même si elle est concise, elle reste toujours très ouverte. Et nous, on est en train de vous apprendre que dans ce processus de construction de votre démarche scientifique, vous devez quand même cernir des bornes qui vont vous permettre d'aller auparavant et pouvoir expliquer de façon systématique, simple et concise votre objet. Donc, on a deux objets, la participation politique et le statut migratoire. En discutant avec Valentina, on a dit, bon, OK, on va établir des bornes. Quelle est la première borne? On va se situer en la Suisse. Donc, on est intéressé aux immigrants qui habitent en Suisse déjà. Donc, ici, vous avez le contexte. Donc, on a mis un contexte. Deuxièmement, on a dit, OK, immigrantes, ça peut être des groupes d'immigrants. Et on a décidé, non, on ne va pas se focaliser sur les groupes d'immigrants, on va se focaliser sur les individus. Parce qu'on est en train de regarder les statuts migratoires d'un individu. Donc, déjà, notre unité d'analyse, c'est un individu qui habite en Suisse. Un individu qui a un statut migratoire. Mais en connaissant les contextes suisses, on sait qu'il y a certains types de participation politique auxquels les immigrants ne peuvent pas faire appel. Comment? Les élections. Les immigrants en Suisse ne peuvent pas voter, a priori, sinon après certaines années. Il y a dans certains cantons que les immigrants, même après certaines années, ils ne peuvent pas voter au niveau municipal. À Genève, on a la chance qu'à partir de 8 ans, les immigrants peuvent déjà voter aux élections municipales, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, comme on est intéressé au comportement politique des immigrants en tant qu'individus dans la Suisse, on a décidé, OK, on va regarder un type de participation qui peut être a priori accessible pour notre population, indépendamment de où ils se trouvent en Suisse. Et c'est là où on a cerni de plus les bornes et la participation politique est devenue un sous-type de participation politique qu'on appelle les actions politiques contestataires. Celle-ci va prendre en compte des actions comme des boycotts, des strikes et des démonstrations. Maintenant, si on continue, donc, vous pouvez voir, comme Eva a dit, il y a la participation politique. Participation politique qui s'est transformée, comme bien, elle a bien défini avec des bornes, en participation contestataire. Et du coup, là, vous avez toute une palette de formes de participation politique, mais qui, par contre, vous devez bien définir au début et par vous-même. Ici, nous, on a fait cet exemple à travers les associations, les sittings, les flash mobs, etc. Mais du coup, vous voyez, pour chaque chose, vous devez bien définir. Donc, dans cette construction, dans ce processus conceptuel, on a fait une première étape, qui c'était une définition claire de nos concepts.
Donc, on a défini bien qu'est-ce que ça veut dire la participation politique. Et en plus de ça, on a défini de telle façon qu'on a construit un fil conducteur qui nous amène à l'action collective comme l'objet des études de notre démarche scientifique. En relation avec les statuts migratoires. Les statuts migratoires, on ne l'a pas défini de façon très claire parce que, a priori, on pourrait s'imaginer que vous connaissez déjà qu'est-ce qu'on fait appel par les statuts migratoires, mais ici, par les statuts migratoires, on fait référence à tous ces individus qui n'ont pas le passeport suisse ou la nationalité suisse. Donc, maintenant, dans cette 12e étape du processus de politisation, vous les voyez déjà en bas, vous avez la participation politique / action collective a été définie par la participation dans ces différents types de manifestations de l'action collective et les statuts migratoires étaient opérationnalité en tant que nationalité et citoyenneté. Troisièmement, que c'est l'étape dans laquelle nos unités d'analyse vont être étudiées, on a dit a priori qu'on va se focaliser dans le cadre de la Suisse. Donc, cet exemple, essayez de bien, on ne va pas simplement avoir cet exemple-là, on va vous donner différentes, mais ça, c'est un bon exemple pour vous, pour comprendre comment vous pouvez procéder pas par pas pour votre cas. Donc, encore une fois, on va vous le répéter dans différentes sources pendant toute cette séance, mais fondamentalement, du coup, l'opérationnalisation, c'est rien d'autre que préciser vos concepts. Donc, si d'un côté, l'hypothèse renvoie à un ou à plusieurs concepts, ces concepts sont abstraits et donc, vous avez proprement besoin des signes, de quelque chose de concret qui peuvent effectivement mettre en avant et mesurer la particularité de ce que vous voulez étudier. Donc, ces concepts pourraient être mesurés et confirmer ou invalider vos hypothèses. Donc, c'est rien d'autre que préparer son hypothèse à un test empirique. Et là-dedans, vous avez à la fois les dimensions et les indicateurs. Eva, avant, nous parlait de la participation politique. Après, on a passé à la participation contestataire. Et ensuite, on a donné différents indicateurs, une liste. Proprement, c'est une liste parce que vous devez vraiment penser que ces concepts ont différentes variables qui sont rien d'autre que des indicateurs. Ici, c'est un schéma qui veut fondamentalement dire la même chose. Vous avez d'un côté les concepts, vous avez les dimensions et là-dedans, vous pouvez jouer sur les différentes composantes et sur les différents indicateurs qui vous aide à spécifier et mettre en avant ces indicateurs. Et enfin, on vous a juste mis un autre petit exemple que c'est notamment la religion. Par exemple, Eva, pour toi, qu'est-ce que c'est la religion? Qu'est-ce que conceptuellement la religion pourrait toucher comme dimension? Quel type de dimension, d'après toi, la religion pourrait avoir? A priori, en tant que demande, déjà, qu'est-ce que ça pourrait être la religion? Moi, en tant qu'individu, je ferais un type de définition qui est en relation aux croyances. Évidemment, cette démarche-là, elle ne se pose pas scientifiquement dans le sens que ça, c'est mon perception pour mon personnel. A priori, ce que devrait faire un chercheur qui se demande sur la question religieuse, c'est de regarder dans l'ensemble théorique qui touche cette problématique de la religion et voir comment la religion, en tant qu'objet d'analyse et en tant qu'objet qui a été conceptualisé, a été traité. Et donc, en prenant l'exemple de Kivi 2011, on voit que la religion, en tant qu'objet de recherche, a été étudiée dans des différentes dimensions. Ces différentes dimensions pourraient être plutôt expérientielles, qui font appel plutôt à des indicateurs qui, c'est l'apparition de quelque chose de divin, c'est quand quelqu'un a un sentiment qui communique ou pas avec Dieu, ou qu'il y a un sentiment de la part de l'individu qui sent que Dieu est dans sa vie. Il y a des dimensions aussi de type idéologique pour bien expliquer la religion, qui c'est plutôt un système de croyances, un système des appels soit à des divinités ou à des objets pas divins. Après, il y a une dimension aussi qu'on pourrait appeler ritualiste,
que ça, il fait appel plutôt à des comportements dans la quotidienneté de l'individu, c'est-à-dire s'il prie, si la personne va à la messe, si la personne suit les sacrements, s'il fait les pèlerinages. Et là, vous voyez vraiment que le côté ritualiste, c'est vraiment l'influence de la religion près des personnes au niveau quotidien, qui est complètement différent de ce que disait avant Eva au niveau de cette forme d'expérience. Peut-être cette personne dit qu'elle a vu une divinité ou un Dieu qui est apparu, qui est complètement différente comme dimension, comme ça soit la ritualiste ou la conséquentielle. Par exemple, notamment si quelqu'un fait une action et toutes les actions après, aussi par exemple les entretiens, les ramènent en forme de religion. Donc, vous voyez, à travers cet exemple, comme la religion ou comme avant la participation politique contestataire, on essaye d'individualiser une dimension. Ce sont des exemples assez simples, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait mettre en avant, parce que ces 4 dimensions étudient avec un aspect ou dans l'autre la religion ou la participation politique ou le statut migratoire. Mais vous pouvez bien voir qu'à dépendance du type de dimension et des indicateurs que vous allez utiliser, la réponse va être complètement différente ou complémentaire, mais c'est pour ça que c'est très important. Vous demandez, comme a dit Eva juste avant, regardez dans la littérature qu'est-ce que ça a été fait. Donc là, c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire en lisant les différents concepts, comment les différents auteurs et autrices ont mis en avant des définitions, comment ces auteurs et autrices ont effectivement capturé ces concepts au niveau empirique. Et ensuite, vous devez avoir aussi un avis critique en vous demandant est-ce que ces indicateurs étaient la façon la meilleure pour étudier cela. Ici, vous avez l'exemple de la religion. Avant, vous avez l'exemple de la protestation. Mais fondamentalement, du coup, vous devez avant tout choisir des indicateurs qui vont vous permettre d'observer de façon empirique chacune des caractéristiques de vos concepts. Donc, vous avez un concept, divisez-le et comprenez quels sont les composants essentiels pour l'étudier de façon empirique. Et deuxièmement, comment faire ça? C'est à travers la lecture des différents auteurs et autrices et chercheuses et chercheurs qui ont déjà étudié ça, parce qu'on ne vous demande pas de révolutionner les différents articles que vous avez lus jusqu'à maintenant, mais vous devez trouver ce détail qui peuvent ajouter quelque chose de plus. Et surtout, vous devez penser si cet indicateur, c'est un bon indicateur qui effectivement répond à votre question de recherche. Donc, c'est toujours très important que chaque fois que vous avancez dans vos lectures et chaque fois que vous avancez dans la définition de vos différents concepts, des dimensions, vous vous demandez, est-ce que je suis vraiment en train de répondre à ma question de recherche? Est-ce que c'est un élément intéressant, mais est-ce que capture directement mes concepts clés? Donc, n'oubliez pas jamais de faire un aller-retour entre les concepts et les indicateurs et si effectivement vos hypothèses sont en train de répondre à vos questions de recherche. Ici, vous avez un autre exemple, mais je pense que maintenant on a donné pas mal d'exemples. Vous pouvez bien évidemment regarder comment Peters a défini différentes dimensions, notamment de la politique migratoire. Donc, côté, ils ont mis en avant les border regulations, après les droits des immigrants et quel type d'enforcement. Et là, vous avez à la fois les dimensions énumérées et ensuite, au niveau quel type d'indicateurs ont été clairs. Santé. Je ne suis pas malade, je vous promets. C'est simplement que j'ai des allergies. Et ensuite, à part les différents codings, maintenant, c'est ça ce que vous allez faire en binôme ou dans vos groupes, notamment Eva. On récapitule. Premièrement, quel est vos concept? On va suivre ces 3 étapes qu'on a bien discutées avec vous, qu'après on a fait pas à pas avec cette petite question de recherche sur la participation des immigrants influencés par leur statut migratoire.
on va étudier les dimensions qui, a priori, peuvent répondre à cet ensemble relationnel, à l'ensemble relationnel auquel vous posez comme un jeu scientifique. On va étudier quelles sont les composantes de ces différentes dimensions, quels sont les indicateurs ou les listings, tels comme l'a expliqué Valentina, qui puissent vraiment de façon univoque et rigoureuse vraiment répondre à les dimensions d'intérêt de nos conceptualisations. Et a priori, il faut toujours garder un œil critique parce qu'on n'est pas infaillible et il faut toujours regarder et voir où sont les limitations des objets de recherche qu'on est en train de proposer. Donc, la séance prochaine, avant que vous la regardiez, surtout pour les groupes, donc nos groupes, le 7, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 18 et le 19, avancez votre travail sur le Google Drive. Pour les autres, vous devez regarder avec votre assistante. Ensuite, lisez les lectures obligatoires, méthodologiques et thématiques. Et pour la prochaine séance, nous allons nous voir ensemble et vous allez regarder et on va discuter ensemble des dessins de recherche. Très bien et à la prochaine. Ciao! Bonne suite.